D'abord, il y a eu cette séquence. Bien, parce que ça fait une semaine que... Si vous voulez me donner des leçons, madame... Non. Alors maintenant, dites-nous, monsieur Bompard. Et ensuite, Mélenchon a fait le service après-vente. Ce que fait Mélenchon ici, c'est tout bonnement mettre une cible sur le cou de la journaliste, comme un bon chèque de gang. Quand vous avez besoin d'avoir recours à l'intimidation pour sauver une performance rhétorique, c'est qu'il y a eu un problème. Je vous propose d'en faire l'autopsie. Pour analyser cette séquence comme beaucoup d'autres en ce moment, il faut commencer par reconnaître que c'est difficile aujourd'hui de défendre l'agenda des insoumis. Il y a une bonne raison à cela, agression après agression, attaque après attaque, attentat après attentat, ceux qu'ils s'évertuent à présenter comme des victimes apparaissent pour un plus grand nombre de Français comme des bourreaux. Ce conflit entre leurs récits fondateurs et les événements de l'actualité peut créer un état de dissonance cognitive qui se traduit par des comportements d'esquive, d'énervement, de déni ou de rejet de la faute sur les autres. Si la France veut remporter ces défis, veut faire face à ces défis, alors il faut que le peuple français soit uni et que tous ceux qui essayent d'insérer au sein de la population le poison de la division en fonction de sa confession religieuse, en fonction de sa couleur de peau, font du mal à la France parce qu'ils empêchent la France d'être unie face aux défis qui sont devant elle. Et là, je voudrais ouvrir une parenthèse, parce que là, on parle de Manuel Bompard, mais ce qui m'intéresse dans cette vidéo comme dans toutes mes vidéos, ce n'est pas lui, c'est vous. Et vous, comme moi, comme Manuel Bompard, nous pouvons tous, à un moment donné, nous retrouver dans une situation de dissonance cognitive. C'est normal, le monde est un chaos, pour l'appréhender nous avons besoin de le simplifier, et tout le jeu de l'argumentation est de pointer des angles morts dans le récit que se raconte notre adversaire. L'idée n'est donc pas de jeter la pierre à Manuel Bompard, pas de ça chez nous, mais d'analyser comment il se sort d'une situation qui peut tous nous concerner. Analysons donc la mécanique employée par notre orateur pour réduire sa dissonance cognitive. Il est d'abord invité à réagir à la dernière attaque islamiste. Tout son travail va être de dépolitiser l'affaire. D'abord, je ne sais pas, moi, s'il participait d'un mouvement organisé. Semblablement, il avait des liens et manifestement, il avait eu des liens avec des personnes qui étaient impliquées dans d'autres actes qui ont eu lieu en France. À Saint-Étienne-du-Rouvray, où les policiers tuent à Magnanville également. Je pense que pour savoir ce que nous devrions faire pour améliorer la surveillance de ces personnes, il faut comprendre d'abord ce qu'il s'est passé. Laissons la police faire son travail, dès que nous aurons plus d'informations, vous connaissez la musique. Et je vois bien que, par exemple, la question de la folie de cet individu semble, par exemple, totalement être évacuée de leur grille de lecture. Et il va employer exactement la même stratégie lorsqu'il sera invité à réagir à l'attaque de Crépol. Le drame de la mort de ce jeune homme, il y a une enquête qui est en cours. On commence donc par dépolitiser en introduisant du flou, on n'en sait pas encore suffisamment sur cette affaire, et en introduisant de la fatalité. C'est un drame, un coup du sort, pas de chance. Que quand on réagit rapidement et quand on essaye de plaquer une grille de lecture sur un événement qui est un événement dramatique, parfois on se trompe et on fait des erreurs. Et là où Manuel Bompard est un orateur habile, c'est qu'après avoir dépolitisé les affaires, il va les repolitiser en retombant sur ses thèmes favoris. Le vrai problème, c'est l'état du suivi psychiatrique dans notre pays. Je n'ai pas d'informations qui me permettent de dire, par exemple, si elle était suivie d'un point de vue psychiatrique. Je ne sais pas si, par exemple, elle devait être accueillie dans un hôpital psychiatrique. Mais par exemple, il y a 3000 places de moins en hôpital psychiatrique depuis 10 ans dans ce pays. Donc, par exemple, c'est peut-être un sujet. Donc, j'aimerais bien qu'on puisse ouvrir l'ensemble de ces sujets. Et ça, c'est quelque chose que vous pourrez utiliser pour garder la face toutes les fois qu'un interlocuteur arrivera avec des exemples pour mettre à mal votre idéologie. Je refuse de voir une signification dans les faits que vous apportez. D'ailleurs, ils n'ont peut-être pas de sens. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne faut rien lâcher sur, et là, vous embrayez sur votre zone de confort. Mais ce que je trouve particulièrement éclairant dans cette séquence, c'est que Manuel Bompard nous montre également les limites de cette stratégie. Dans cet entretien, les journalistes ont mis Manuel Bompard face au fait que les prises de position de Jean-Luc Mélenchon et plus généralement de la France insoumise jouaient un rôle dans l'importation du conflit israélo-palestinien en France, ce qui menace la sécurité des Français. Vive Gaza! Gloire éternelle à ceux qui résistent! Et les journalistes ont également souligné que ce soutien sans nuance dégrade l'image de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon perd aujourd'hui 10 points depuis... 10 points. Oui, de 29 à 19%
d'intention et de... 29%, madame. Et là, je m'adresse à vous tous qui regardez. Si, pour défendre votre idéologie, vous vous écartez trop du réel commun, vous allez vous isoler. Et le fait est que ce réflexe pavlovien des insoumis, qui consiste systématiquement à s'inquiéter d'un risque d'islamophobie avant de constater les ravages de l'islamisme sur le sol français, les isole de plus en plus. Et ce qui est frappant, c'est que le premier réflexe de Manuel Bompard face à cette réalité, c'est de nier. Jean-Luc Mélenchon a fait 22%. Non, image. Oui, des images positives, dans les sondages, des images positives. D'accord, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les élections. Quand il était à 20. Là, c'est littéralement le thérapeute qui dit à son patient « Arrêtez, vous vous faites du mal », alors que le patient continue à se taper la tête contre le mur. Ne faites pas ça. Bien sûr, l'espace public est un combat, et si vous mettez trop d'eau dans votre vin, vous risquez de perdre du terrain. Et c'est normal de vouloir se défendre, de vouloir garder la face, de chercher à se sortir des situations compliquées avec les techniques dont on a parlé, mais gardez aussi à l'esprit qu'une concession, si elle peut être douloureuse sur le moment, vous permettra à long terme d'être audible pour un plus grand nombre de gens. Dans cette post-phase, je voudrais vous signaler un ouvrage que j'ai commencé à lire. C'est un ouvrage de Bertrand Perrier. Bertrand Perrier a écrit plusieurs ouvrages sur la prise de parole en public, et c'est quelqu'un qui s'est également illustré pour son rôle de formateur dans les concours Eloquentia. Et sinon, si vous ne le connaissez pas, il est avocat de formation, et il donne des cours de prise de parole en public, je crois, à Sciences Po. Et donc cet ouvrage, c'est une anthologie. Il a sélectionné des grands discours de l'histoire, et pour chaque discours, il révèle quelques mécaniques rhétoriques. J'ai trouvé ça pas mal. Quand vous avez une certaine culture rhétorique, vous n'allez pas apprendre grand-chose sur les techniques qu'il décrypte, mais pour des débutants, c'est très bien, et surtout, ça a l'immense intérêt de vous pousser à vous plonger dans de grands discours, et ça, pour moi, c'est vraiment un levier fondamental de la rhétorique, surtout quand vous avez un recul historique, que vous pouvez vous plonger dans l'univers mental, dans la manière dont on formulait les idées à différents temps de l'histoire, ça vous permet d'être plus libre, ça vous permet de réaliser que peut-être que le style que vous avez aujourd'hui est un petit peu trop contraint par le contemporain et que vous avez aussi le droit de vous en évader. Donc pour ça, c'est intéressant. Et par ailleurs, il y a certains discours que je ne connaissais pas. Il y a les grands classiques, hein. Vous avez Cicéron, vous avez Victor Hugo, vous avez Robespierre, Badinter, etc. Je suis pas sûr qu'il y ait Badinter, je crois. Hein. Et puis sinon, vous avez des choses qui sont un peu plus originales, des discours de chefs d'entreprise, des discours de militants, donc c'était pas mal. Donc il y a des choses que j'ai apprises et je salue Bertrand Perrier pour ça. Je vais d'ailleurs vous envoyer un article dans les prochains jours aux membres de mon cercle des orateurs. C'est le premier lien que vous avez sur cette vidéo. C'est gratuit pour recevoir mes articles de rhétorique. Il y a plusieurs choses, plusieurs techniques qui me sont venues en lisant cet ouvrage. Donc je partagerai ça avec vous pour vous permettre de faire de plus grands discours. Il me reste à vous rappeler que vous pouvez également grandement soutenir cette chaîne en vous abonnant, en commentant, en partageant cette vidéo et en l'aimant. Et je vous dis à très vite pour de prochaines analyses. Et continuez s'il vous plaît à me signaler quand vous voyez des séquences rhétoriques qui, selon vous, justifient l'analyse. Je vais essayer d'être très actif dans ce mois de décembre. Donc s'il y a des choses que vous voyez passer, vous me les signalez. Vous êtes une de mes plus grandes sources d'idées. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos.